Donc je vais laisser les auteurs se présenter rapidement et on va entrer après dans le vif du sujet. Je vous rappelle que la table ronde, c'est fait divers, fait social. On pourrait aussi ajouter fait politique. Hein. Voilà. Donc allons-y. Vas-y, je t'en prie. Ah, c'est dur ça. Vous m'entendez bien comme ça? Je vais parler comme ça peut-être. Bon, tu fais comme tu veux. L'important, c'est que la personne au fond là-bas, le bébé, il entend. Vous entendez? Il entend le bébé. Alors je ne sais pas comment, c'est dur de se présenter parce que moi je vis à Marseille, je travaille à Marseille, j'ai été journaliste généraliste pendant longtemps. J'ai découvert le polar tout en travaillant comme journaliste parce que je trouvais qu'il y avait un lien entre le travail du journaliste qui est de restituer un peu comment fonctionnent les rapports sociaux, comment marche le monde en fait. Et que le travail de fiction de l'écrivain était aussi de donner une représentation du monde, mais avec peut-être cette franchise quelque part de dire tout n'est que fiction, donc on va vous raconter le monde, mais par le biais d'une histoire qui est une parabole, une métaphore, donc une histoire inventée. Je trouvais que les deux étaient complémentaires, donc je suis en découvrant, comme journaliste, j'ai fait beaucoup de presse culturelle, en découvrant le polar, ce qu'on appelait les sous-genres littéraires qui étaient moins considérés, le polar et la SF. Je me suis, à un moment donné, à force d'interviewer des auteurs, je me suis dit, mais peut-être moi aussi j'ai finalement quelque chose à dire, et je ne sais pas le dire sur un mode journalistique en ayant de l'authenticité entre guillemets ou de la réalité. C'est ce qu'on essaie de définir dans un roman. Qu'est-ce qu'est le réel? Définir un peu les contours du réel. Je me suis dit, je vais passer comme eux par la fiction. Et donc je me suis lancé dans le polar comme ça. Comme je vis sur Marseille, Marseille c'est une matière première de roman qui est extraordinaire parce que ça concentre un peu toutes les questions. Pour moi, ça concentrait un peu toutes les questions que je me posais sur le monde. Est-ce qu'on est un poste frontière de l'Europe? Est-ce que c'était assez compliqué? C'est une ville du tiers-monde dans une zone qui est provençale. Marseille n'est pas provençale. Donc il y avait une matière brute qui était intéressante. Et donc j'ai beaucoup écrit sur Marseille. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. C'est même long. Hein. Non. Bon, alors passer derrière, là, ça va être très compliqué. Hein. Donc moi, je vais faire quelque chose de plus sobre. Donc je suis Céline Dangean. J'écris depuis une petite dizaine d'années. J'ai un parcours essentiellement professionnel construit dans le secteur médico-social auprès d'enfants présentant une déficience intellectuelle. J'ai travaillé un long moment en tant qu'éducatrice puis responsable de service et parallèlement je me suis lancé dans l'écriture il y a une dizaine d'années. Voilà. Et j'ai derrière moi 5 ouvrages et pour le reste, tout ce qu'a déjà abordé mon confrère, je pense qu'on aura l'occasion pendant l'échange de préciser un petit peu aussi mon regard sur la littérature de genre et sur mon travail en tant qu'auteur en tout cas. Voilà. Ton dernier livre, c'est Le Cercle des mensonges. Oui, c'est Le Cercle des mensonges. C'est ça. Ouais. Et le tien, c'est celui qui est là, non? Non, c'est la folle cavale de Florida. D'accord, que j'ai pas vu. Voilà. Ok, donc maintenant c'est fait. J'aimerais poser une question poser simplement une seule question. Le terme fait divers, fait social, quelle est la différence? D'abord, est-ce qu'il y a une différence quand on est auteur, Alors, quand on écrit, comment on le perçoit? Là, ça n'engage que moi. Quand j'ai vu le thème de la conférence, je me suis posé exactement cette question. C'est-à-dire, je me suis demandé jusqu'à quel point on pouvait faire une vraie... Enfin, si on peut le fait divers, il est connoté d'une certaine forme de sensationnalisme, on va dire, par le biais journalistique qui traite une affaire, quelle qu'elle soit, d'une manière un petit peu sensationnelle. En tout cas, le fait divers, il résonne un petit peu à nos oreilles de spectateurs de cette manière-là. Le fait social, il a peut-être on va dire un autre retentissement parce qu'il a peut-être un autre traitement. C'est une hypothèse que je pose. Mais disons que la différence a priori n'est pas évidente, en tout cas pour moi. Ouais, j'irai un peu dans ce sens-là en complémentaire. Moi, j'ai l'impression que le fait divers, il est l'un des symptômes du fait social et de la violence sociale. Donc, c'est une affaire
ce qu'on fait en fait quand on travaille, quand on est auteur de polar dans ce qu'on appelle aussi les littératures criminelles, c'est que on a tous en commun de réfléchir sur la violence et d'où vient la violence. Donc, et on a en commun dans la pratique du roman noir, on a l'intuition, on va dire pas la certitude, l'intuition, on cherche, hein, on est des chercheurs, on ne donne pas de réponse, on a l'intuition que c'est un peu la violence sociale qui va conditionner toutes les formes de violence dans la société. Après, on va se demander, mais d'où elle vient? Est-ce qu'il y a un fait premier? Est-ce qu'il y a un système qui fait que... Qu'est-ce qu'il y a à l'origine? Est-ce que l'homme est fondamentalement mauvais? Est-ce que... donc, c'est toutes ces questions qu'on se pose. On ne fait que chercher. Et j'ai l'impression que le fait divers, moi, très souvent, il est une conséquence d'un fait social. C'est toujours curieux d'analyser un fait divers et de voir d'où ça vient, quoi. Parce qu'il y a souvent... Peut-être avant un plan social, peut-être avant je sais pas, une violence sociale, il y a le chômage, il y a des rapports sociaux parfois très différents, il y a des questions, après il y a chez nous, mais dans plein de pays, il y a aussi des questions ethniques, des questions de territoire, des questions... Tout ça est assez imbriqué, effectivement, je trouve. Mais notre travail, j'ai l'impression, quand je lis mes amis, j'ai l'impression que c'est vraiment la violence sociale qui nous obsède, quoi, qui nous fait réagir. Moi, je vis dans une ville où la violence sociale est très forte. C'est-à-dire qu'il y a des rapports d'inégalité, des fossés qui sont énormes. Donc, voir la richesse pour un misérable, c'est très dur. Ça engendre forcément de la frustration, donc de la colère, donc de la violence. Tout à l'heure, j'ajoutais fait politique, également. Est-ce que ça a un rapport? Moi, j'ajouterais la violence politique pour Marseille, quoi. C'est-à-dire que nous, on a une histoire de maltraitance politique pendant 20 ans, quoi. On a une politique presque délibérée de privation de l'espace public pour les habitants et les citoyens marseillais. Fermer les plages toute la journée, fermer les plages le soir, sauf dans les quartiers riches. Ne pas organiser le ramassage des ordures, ne pas organiser des transports en commun. Donc c'est une ville de réclusion de partout, c'est une ville d'exclusion. Fermer les squares, enfin c'en est devenu hallucinant. Je pense qu'il y a une vraie politique de maltraitance. Donc après, il y a une violence politique quelque part qui s'est mise en place. Et puis, sur la question de faits politiques, il est impossible de dissocier la chose politique, la question politique de la question sociale. C'est intimement lié. L'un ne va pas sans l'autre. En tout cas, la question sociale est la résultante aussi de la question politique. Donc, du coup, on est sur un effet, là, je reprends ce que disait Cédric, sur un effet en cascade, fait politique, fait social et au bout fait divers. Hein, peut-être qu'on est sur ce cheminement-là. Mais ça ne peut pas être l'inverse. On ne peut pas commencer par le fait divers. Et est-ce que le fait divers peut être que simplement un fait divers? Je veux dire, comme la façon dont on pouvait le raconter, je veux dire... Oui, non, mais comme on pouvait le raconter, je veux dire, mettons, je prends l'exemple de la façon dont a été décrit la bande à Bonneux. Ça a été un fait divers, mais ce fait divers, en fin de compte, est devenu bien autre chose que le fait divers. Même si, au début, c'était des anards, quoi. C'est un fait politique. C'est un fait politique. Ouais. On travaille sur la délinquance, et il y a toute une délinquance, quand même, qui est... qu'on restitue aujourd'hui, que les historiens restituent comme étant en fait une violence politique. Nous, on a eu un bandit, un cambrioleur criminel anarchiste à Marseille, Alexandre Marius Jacob, au début du XXe siècle, qui ensuite a fait 20 ans de bagne, et qui était sur la réappropriation individuelle, sur la redistribution, et il braquait pour redistribuer ensuite l'argent à la cause, aux anarchistes, etc. On a eu tout ce courant-là, donc c'est la fin du 19e, je trouve le fait divers et le fait criminel en tout cas, les bandes, c'est très lié c'est très politique. Et je rajouterais que pour répondre très clairement à la question que vous posiez, le fait divers en soi, je pense qu'il n'existe pas, c'est-à-dire il est forcément la résultante de quelque chose. Le travail d'un auteur ou d'autres métiers, là, il n'y a pas que l'auteur, hein, le journaliste, le politologue, peu importe. Ça va être de prendre ce fait tel qu'il est, ce fait divers, et d'essayer d'en dire quelque chose. C'est parce qu'il vient traduire, il est symptomatique, il vient traduire... je ne sais pas, des problématiques sociales, politiques, judiciaires, peu importe, il vient pathologique, enfin peu importe. Mais on voit bien que, d'ailleurs, sur la question du fait divers, et ça nomenclature, j'allais dire, enfin,
sa classification, on voit bien une évolution. Le fait divers d'aujourd'hui va être marqué par des violences, par exemple, il y en a d'autres, mais des violences scolaires portées par des individus très jeunes. Il va beaucoup passer par le réseau numérique, par le virtuel, et on voit donc une évolution du fait divers, et il vient donc attester, rendre compte d'une évolution sociale, avec des outils de communication, avec des hiérarchies, avec des classes, avec une politique appliquée, etc. Donc le fait divers en soi tout seul comme un élément isolé, n'étant pas signifiant, j'ai un peu de mal à le prendre tel quel. Et justement, pour rebondir sur votre réponse, justement, le fait divers ou le fait social, est-ce que... Non, c'est plutôt un joueur inversé, excusez-moi. Le fait social par lui-même n'est pas forcément un fait divers. Oui, effectivement, du coup, dans ma logique, dans ma réflexion là où j'en suis, oui. Il peut y avoir un fait social sans un fait divers, effectivement. Ouais. Je sais pas si tu es d'accord. C'est vraiment une question d'arborescence. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a la violence sociale, il y a le fait social, et puis très souvent il y a le fait divers. Après, c'est compliqué de généraliser parce que chaque fait divers, il a son histoire propre. L'affaire Jacqueline Sauvage, par exemple, c'est difficile de la déconnecter d'un contexte. En fait, tout notre travail d'écrivain, je pense, de romancier, il consiste à contextualiser ce qu'on raconte. C'est-à-dire ne pas isoler, quand on parle d'un crime, d'un fait divers, ne pas l'isoler d'un contexte général qui est celui d'un choix de société, qui est consenti ou non, qui est celui d'une certaine violence qui va conduire à une autre violence. Donc je pense que moi je parle beaucoup de ça, pardon, mais c'est que tout ce qui m'intéresse, c'est quel canal emprunte la violence en fait. Donc je ne me pose pas c'est pas des choses qui sont éparses pour moi, qui sont différentes, c'est que j'ai l'impression que tout est un peu connecté, tout est un peu lié. Après, c'est vrai qu'il y a des faits divers. L'histoire de tueur en série, par exemple. Là, on parle d'autre chose, on parle de psychopathe. Le psychopathe, il est un petit peu quand même en dehors du fait social, de la violence sociale. Il y a d'autres motivations. Il confond le bien et le mal. Il ne fait pas la différence entre le bien et le mal. Là où on nous dit souvent dans le polar que le sociopathe, c'est celui qui fait la différence. Mais la personnalité d'un psychopathe qui ne fait pas la différence entre le bien et le mal, là, c'est vrai qu'il y en a dans tous les milieux, il y en a dans tous les contextes, il y en a dans tous les... Peut-être que ce qui est vraiment clivant, la vraie différence, elle serait à ce niveau-là. Ce qui va définir peut-être davantage des genres littéraires différents. Le thriller, le tueur en série, alors qu'il n'y en a pas tant que ça en France. Mais il n'y a pas beaucoup de phénomènes de tueurs en série. Mais par contre, beaucoup de romans là-dessus, parce qu'on va jouer sur une peur. Mais même dans ce thriller où on met en scène un psychopathe, on parle de faits sociaux. Des questions, des thématiques sociales et sociétales sont abordées dans ces romans-là. C'est une impression, je ne suis pas persuadé. Non, mais je ne fais que réfléchir en parlant, j'ai beaucoup de certitude sur tout ça. On est là pour ça aussi. On est là pour là. Et donc, en tant que... Mais vous, en tant qu'auteur, vous ne cherchez pas forcément à travailler à partir d'un fait social ou un fait politique ou autre pour écrire. Ou simplement vous disiez, tiens, voilà, j'ai trouvé ce matin, j'ai lu dans le journal de l'Aveyron un fait divers qui est très rigolo, et hop, je me le mets dans une case, et à partir de là, je vais faire un bouquin. Non, pas du tout. Pour ce qui me concerne, les intrigues que je tricote sont référées à un thème. Donc là, on va être plus dans votre question de fait social, en fait. Il y a des thèmes qui m'interpellent et à partir desquels j'ai envie de travailler et l'intrigue, elle est l'intrigue, c'est-à-dire ce par quoi je vais faire rentrer le lecteur dans l'ouvrage, ce par quoi je vais l'attraper, un meurtre, je sais pas, moi j'ai n'importe quoi, un kidnapping, peu importe, c'est ce qui va attraper le lecteur. Mais en fait, cette intrigue-là, elle est au service de thèmes qui sont beaucoup plus transversaux et qui m'ont interpellé au départ, avant même que je crée mon intrigue. Donc, par exemple, dans le cercle des mensonges, j'étais sur la question j'étais sur la question
de l'industrie pharmaceutique, de la biologie de synthèse et la question des cobayes humains. Voilà, à peu près les thèmes que j'avais au départ, hein, qui étaient en résonance les uns avec les autres. Et à partir de là, j'ai créé une intrigue et je fais rentrer le lecteur au travers de petites histoires, mais qui sont référées finalement à ces thèmes-là et qui vont amener le lecteur, bon ben voilà, je ne vais pas en dire trop, mais à découvrir un complot qui met en exergue voilà, des magouilles politiques de l'industrie pharmaceutique, des cols blancs, etc. Ouais, on ne sait pas trop comment on part. Ouais. C'est pas évident de savoir qu'est-ce que au départ qu'est-ce qui provoque l'étincelle, qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'écrire tel ou tel roman. Moi, c'est pas tellement un fait divers, mais à cette époque-là, pendant 10 ans, j'ai écrit sur Marseille, parce que je me disais, il y a quelque chose à chercher, en fait. Il y a quelque chose assez... Donc, mon personnage principal, c'est quasiment une ville, en fait, avec ses différents... les corps de l'État, les membres, les extensions, quelle est la tête, Et c'est d'arriver à comprendre comment fonctionnait. On a des obsessions, en fait. Moi, c'est comment fonctionne l'individu dans la collectivité. Comment un individu interagit avec la collectivité, comment il se comporte, qu'est-ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il peut faire aussi pour défendre des droits collectifs, qu'est-ce qu'il peut faire pour le vivre au mieux, j'essaie d'être optimiste en aboutissant à des trucs super pessimistes. Mais ça, je ne sais pas si c'est un échec ou non, mais on part pas. Moi, j'aime bien les situations, j'aime bien partir d'une situation. Donc là, je partais simplement d'une scène qui me plaisait, c'est que j'imaginais que c'était en pleine période de manif. Moi, je faisais les manifs et puis on se disait, mais à quoi ça sert, quoi? On va du point A au point B, puis c'est terminé, on rentre chez nous, puis ça change quoi? Donc, il y avait un peu de lassitude là-dessus. Je me suis dit, au moins les artistes ont agi. Moi, je suis parti pas d'un fait divers ou d'un fait social, mais de happening. Je suis parti de ce qu'avait fait ACT UP. Et ACT UP, ils ont, pour défendre la cause, pour soigner les malades, etc., ils ont quand même fait des happenings sur la voie publique, avec allongés par terre comme morts, etc. Donc ça a eu un impact extraordinaire. Et je me suis dit, il faut peut-être en fait que des artistes ou des performeurs interviennent sur l'espace public, ce serait peut-être plus efficace que des manifs. Donc en fait, je suis parti d'un truc qui me plaisait, c'est parce que j'avais envie de le faire, et que j'ai pas osé le faire moi, mais de mettre un moment où les politiques à Marseille vont faire un discours, il y a un cocktail, etc. Il y a un espèce d'artiste allumé qui met des acides dans les verres de champagne des politiques. Et d'un coup, ils se mettent à dire la vérité, quoi. D'un coup, ils se mettent à dire, voilà ce qui se passe dans notre ville, en fait, et notre ville, elle est comme ça, il dit n'importe quoi. En fait, c'est ça, voilà, parce que Marseille est un gros... C'est le why, quoi, c'est un gros boxon généralisé, et d'un coup, des politiques qui parlent sous acide, ils se mettent à dire la vérité. Ça m'a amusé. Et après, ce personnage est resté. Mais au départ, moi, je ne sais pas où je vais, on ne sait pas ce qu'on va dire. Par contre, je sais qu'à un moment donné, il est question de la violence. Il est question de la violence de cette ville, il est question de la fracture nord-sud, comment elle est coupée en deux, il est question de comment on gère ou non la guerre des drogues, comment on gère le clientélisme, pourquoi c'est la seule ville de France qui est co-gérée par un syndicat, qui est Force ouvrière, pourquoi depuis de fer, pourquoi il y a une telle connivence avec la mafia, et pourquoi c'est la ville où il y a le plus grand écart de richesse entre les quartiers ultra riches du Roucas et de la Corniche, et les quartiers ultra pauvres des quartiers nord, où il y a les quartiers les plus pauvres d'Europe à Marseille, à Saint-Mauron et à la Belle de Mai. Donc, mais au départ, je ne sais pas, je pense qu'il y a quand même une scène de départ qui va nous intriguer. Et moi, ce qui m'a intrigué là-dedans aussi, c'était la foule. On est vachement imprégné de ce qu'on lit dans les journaux, de ce qui se passe dans le monde, et j'ai eu l'impression, c'était en 2018, que l'année écoulée était une année où les foules ont fait l'histoire, en fait. Depuis les printemps arabes, depuis en Ukraine, toutes les places étaient occupées par des foules, tout se passait à travers des foules en fait. Et ça m'a marqué. C'est une image que moi j'avais, ça ne correspond pas forcément à la réalité, mais je me disais, la foule est en train de refaire l'histoire comme autrefois, quoi. Et tout se passe dans les foules. Il y avait aussi cette histoire dans une gare, un 31 décembre en Allemagne, je ne sais plus laquelle, peut-être à Cologne, où il y a eu des agressions sexuelles dans une gare, mais à un niveau incroyable, c'est-à-dire des tas de femmes étaient là. Et il y a eu des agressions, une méga foule dans la gare, je ne sais plus où c'était, si quelqu'un se rappelle où c'était exactement, j'ai oublié. Cologne ? C'est Cologne, hein, oui, c'est ça. Un 31 décembre, donc il y a eu je ne sais pas combien de dépôts de plaintes. Et je disais, mais c'est quand même extraordinaire ce truc-là. La foule qui est à la fois dangereuse, qui est à la fois... Ça m'a obsédé, donc c'est une image qui, à partir de laquelle moi je suis parti, ouais. Et donc si je comprends bien, tous les deux, vous commencez... Vous déroulez une pelote de laine sans connaître la fin. Oui. Alors moi, oui, hein, je sais où je veux amener le lecteur. Mais
Après, j'ai des grosses marges je me laisse des grosses marges, pas d'improvisation, j'ai envie de dire, mais de liberté. Donc il y a des choses précises que je décide en amont de ne pas décider, justement. Et il y a quand même une destination finale où je veux aller, où je veux amener le lecteur. Alors après, est-ce qu'un tel va mourir ou pas? Ça, je sais pas. Mais je sais que je vais quand même aller à tel endroit. Que j'ai cette idée-là à porter ou à laisser transparaître à la fin du livre. Vous trucidez comme ça des personnages parce que vous en avez marre? Alors, j'avais. Alors là, je vais répondre franchement. J'ai un personnage récurrent qui est capitaine de gendarmerie, qui est une femme qui s'appelle Héloïse. Et au départ, bon, je commençais à construire ce personnage. Elle est dans une équipe, elle est le chef d'équipe, et elle entame une relation avec un de ses collègues. Et ce type, je lui donne une caractéristique, je me dis, oh, ben, ça va être un peu littéraire, il va faire des citations souvent, et si possible en latin, etc. Donc, j'écris mon premier livre, donc il y a ce personnage qui s'appelle Jean-Marc, et donc qui a beaucoup d'humour, qui fait des traits d'humour, des traits d'esprit en latin. Bon, premier livre avec lui, deuxième livre, ça me prenait un temps extraordinaire de faire des recherches. Et donc il est mort à la fin du livre. Parce que c'était un personnage qui me demandait, enfin, pour une intervention de sa part, il me fallait parfois des heures de recherche qui n'avaient rien à voir avec l'intrigue et le fond traité. Donc voilà, ça peut arriver de trucider des personnages parce qu'ils sont devenus encombrants. Oui, on ne gère pas tout au départ. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que tu as, par exemple, tu as une fin définie, puis tu te dis, mais je vais peut-être en changer, on va voir, parce que moi j'ai l'impression qu'on produit notre fin en écrivant, en fait. Oui, ça m'est arrivé. Dans La fille de Cali, j'avais une image très précise de ma fin, et au moment où je me retrouve en train de l'écrire, j'ai une image totalement différente qui surgit, que j'aurais jamais envisagé, imaginé avant d'en être à ce stade-là de l'écriture, c'est-à-dire vraiment sur les 4 dernières pages de fin. Et cette image que je trouve saisissante m'oblige à changer ma fin. Donc, je crois que, je pense que tu vas être d'accord avec moi, mais on donne vie à des personnages, ils évoluent, ils prennent du corps, ils s'imposent dans notre esprit, ils deviennent des personnes. Et en tant que personne, ils prennent leur autonomie et parfois ils nous emmènent à des endroits qu'on n'aurait pas soupçonnés. Je crois, pour avoir parlé avec d'autres auteurs, que c'est le cas pour tous. Mais dans ce cas-là, est-ce que dans ce cas-là, l'inverse n'est pas vrai aussi? C'est-à-dire qu'on commence par la fin parce que la fin est aussi quelque chose d'important dans un livre, dans un roman. Alors, moi, je pense que c'est écrire qui produit la fin. C'est-à-dire qu'effectivement, le personnage, à un moment donné, on ne peut pas lui faire n'importe quoi. Et parfois, l'éditeur est extraordinaire là-dessus, parce que notre personnage, on dit, bon, bah là, il est fatigué, il a tué un peu toute la nuit tout le monde, donc il va aller se mettre au vert. Et puis là, l'éditeur dit, mais non, c'est pas lui. Ton personnage, tu te trompes, il va pas se mettre au vert, il va au bar. Ah oui, c'est vrai. Et donc, on perd un peu nos personnages, parfois. Mais le personnage, on doit le respecter une fois qu'on l'a campé sur 50 pages, on ne peut pas revenir en arrière, donc c'est un peu lui qui décide. Et mon impression sur la fin, c'est qu'en fait, en écrivant, au fur et à mesure qu'on écrit, on produit la fin. C'est très dur de programmer une fin parce que, en écrivant, on découvre d'autres choses du personnage, on découvre tout ce qui est hors champ. Raconter un roman, c'est quand même en partie ne pas raconter tout ce qui est avant et tout ce qui est après, surtout tout ce qui est avant. Donc toute la partie hors champ d'un roman, elle est essentielle. C'est une masse d'informations qu'on ne va pas donner. Et donc écrire, moi j'ai toujours eu cette impression, ça consiste à gérer la rétention d'informations, tout ce qu'on sait mais qu'on ne dira pas. Comment on le fait comprendre au lecteur, comment on néglige de dire volontairement certaines choses. Donc la fin, on l'imagine, mais elle est très dure à trouver. Par contre, il y a des auteurs, mais moi j'ai pas ces fins-là, il y a des fins extraordinaires de romans. Je trouve qu'un auteur qui est très très bon pour ses fins de romans, qui sont des chutes, qui nous cueillent, on referme le bouquin pendant un quart d'heure, on n'en revient pas. Pour moi, c'est Denis Lehane, qui a fait, dont des romans ont été adaptés, Mystic River et Shutter Island. Et je sais, pour l'avoir interviewé, que Shutter Island, un jour il s'est réveillé, il a eu la fin. Mais elle est géniale, sa fin. Donc effectivement, il fait tout pour arriver à cette fin. Parce que quand on trouve des fins miraculeuses dans certains romans, des chutes extraordinaires, il faut que tout converge vers cette fin, elle est primordiale, la fin. Et donc après, il écrit tout, il fait tout le chemin pour arriver à la fin. Donc c'est une démarche inverse, j'ai l'impression que ce qu'on fait avec ces lignes, avec beaucoup de copains, copines. Est-ce que vous avez des questions?
J'ai l'impression que la fin était écrite avant. L'histoire est amenée direct, j'ai l'impression que la fin, c'est vraiment le but du livre. Tout ce que j'ai lu. Après, ça, voilà, comme disait Cédric, ça dépend des auteurs. Et ça dépend le type d'intrigue que l'on déroule. Moi, pour le moment, là peut-être que le nouvel exercice dans lequel je me lance actuellement repose sur un twist final. Donc, je vais écrire l'histoire en partant de la fin, mais c'est la première fois. Sinon, dans tous mes romans précédents, la fin, j'avais, comme je disais, une direction dans laquelle j'allais, mais après, j'avais pas nécessairement en tête très précisément ce qu'il allait advenir, ou comment l'affaire allait être bouclée, ou ne pas être tout à fait bouclée, ou enfin, etc. Et après, les écrivains sont censés être des illusionnistes qui vous font croire qu'il y a eu la fin avant et qu'elle est... Voilà. C'est ça, il faudrait entretenir le mythe, en fait. Mais bien sûr, nous avons une idée très très précise de la fin. Vous croyez quoi? Qu'on va écrire un livre comme ça? Évidemment, monsieur. Une autre question? N'hésitez pas. Il nous reste encore 5 minutes. Vous avez parlé tout à l'heure que vous aviez trucidé un personnage, mais est-ce que ça vous est arrivé de l'écrire avec plaisir, de tuer quelqu'un avec plaisir, par les mots? Vous attire meurtrier quand vous écrivez? Oui. Ah oui, moi j'ai à la fin le maire de Marseille, paix à son âme, quoi. Je peux pas vous dire que j'étais pas content. Et il n'y a aucun crime là-dedans réel. Il y a pas. Je peux pas dire que c'est mal intentionné, mais en tout cas c'est pas. Ouais, là, pas en prison pour ça. Tu es sur le rapport un peu de satisfaction. C'est pas le rapport plaisir. C'est la satisfaction. C'est une forme de justice que tu rends oui. Symboliquement, en fait. Après, on se fait plaisir, mais on n'est pas... Enfin, votre question, elle est importante, je trouve. Hein, c'est pas rien, parce qu'il y a effectivement, je trouve, une quantité de romans, de thrillers, où il y a quand même une complaisance dans la violence. Et par exemple, ça, moi, j'essaye de m'en prémunir. Je veux pas, à aucun moment, parce qu'on n'a pas ce plaisir-là, que des gens meurent. Donc on n'a pas, a priori, ce plaisir et ce bonheur-là, non. On est censé restituer une histoire qui a existé quelque part dans notre tête ou dans notre inconscient. En écrivant, moi j'ai l'impression de restituer une histoire qui existe déjà. La restitution, comme si c'était historique. Mais ce plaisir de tuer des personnages, on doit quelque part, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, c'est pas une question d'éthique, mais si on l'a, ça se lit après dans le roman. Il y a des auteurs américains de thrillers, j'ai lu le plaisir qu'ils ont à tuer, j'ai dit ça, pour moi c'est trop poisseux ça. Je ne sais pas s'il y a ça dans vos lectures et qu'est-ce que vous en avez pensé. Ouais. Et qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? On a l'impression de, je sais pas, récemment j'ai lu un polar suédois où c'était vraiment très macabre. On se demande où il va chercher tout ça et qu'il en retire l'auteur. Ben là, oui, c'est vrai, ce sont des choses assez variables, mais c'est la question de la violence ou du traitement de la violence dans le polar, c'est un sujet à part entière, et là, pour le coup, il y a vraiment des diversités. Et en ce qui me concerne, moi, je suis comme toi, Cédric, je ne l'épargne pas, je la décris si elle est nécessaire à la compréhension, je sais pas, d'un mode opératoire ou d'une mentalité. Mais il ne va pas y avoir de complaisance, et c'est vrai que ça se sent quand elle dit pas. Mais si je peux la suggérer, j'ai envie, moi, c'est ma manière de fonctionner, mais je fais confiance au lecteur. Le lecteur est capable de s'imaginer une horreur, suggérer quelque chose ou le laisser planer comme ça suffit. On n'a pas besoin d'être confronté, en tout cas dans le genre que moi j'écris. Il n'y a pas de déroulé détaillé là, de choses absolument abominables, mais je sais que certains confrères et consoeurs d'ailleurs le font et qu'ils ont aussi leur lectorat. Donc, Mais ça va peut-être plus loin, si je peux en complément. Oui, tout à fait. Parce que moi, ça m'interpelle ce que vous dites, parce que c'est une question que moi, je me suis beaucoup posée. Ce roman, Un vrai roman d'héroïsme, il commence par une scène qui est l'attentat de Sousse en Tunisie en 2015. Donc les attentats terroristes islamistes de cette époque. Donc je restitue ça, je raconte la scène du point de vue d'un personnage qui va mourir.
qui était dur à écrire. Je suis en train d'écrire, et puis il y a l'attentat à Nice. Et là, moi, ça m'a vraiment... tu sais pas, on a tous... Moi, j'ai un copain qui a été blessé au Bataclan. Donc, cet attentat arrive à Nice. Je reprends mon roman quelques jours après, en me disant, je suis en train de raconter ça. Et là, j'ai eu une espèce d'accablement sur moi-même, à me dire, mais... Donc, au-delà de simplement raconter un meurtre, c'est raconter ça. Donc, je raconte des crimes de masse, quoi, quelque part, ou des crimes collectifs, à dire, mais je suis encore, donc moi, en train d'ajouter... en écrivant et en racontant ça, une dose de violence à quelque chose qui est violent. Je me suis posé la question, je me dis, il faut que j'arrête, il y a un problème, qu'est-ce que je veux montrer, qu'est-ce que je veux faire. Et là, moi, il y a eu un trop-plein. Et j'ai demandé à un écrivain, je ne sais plus quoi faire, j'y arrive plus en fait. Et il m'a dit, ta propre lassitude de la violence, intègre-la chez ton personnage. Et hop, c'est reparti. Mais du coup, à partir de là, il faut aussi qu'on intègre une lassitude de la violence. C'est notre limite personnelle. Mais vraiment, l'attentat de Nice, j'ai plus pu écrire. Je me suis dit, mais t'es fou, pourquoi tu racontes toute cette violence? Pourquoi t'écris pas un roman d'amour? Mais la question était bonne. Je continue à me poser la question. Pourquoi écrire sur le bonheur? Tiens, est-ce qu'on sait le faire, ça? On raille toujours les auteurs qui écrivent sur le bonheur, Est-ce qu'on est capable de le faire, ça, quelque part? Moi, je suis persuadé que j'en suis incapable. Et là, je me dirais, je serai vraiment un écrivain le jour où j'arriverai à écrire quelque chose d'heureux et d'optimiste. C'est-à-dire faire quelque chose que je ne sais pas faire. À chaque roman, c'est ce qu'on doit faire. Quelque chose qu'a priori, on ne sait pas faire. Écrire sur le bonheur, écrire sur la... J'ai fait ça entre deux polars pour me rincer justement de cette violence. Oui, j'ai fait un road movie burlesque. Et j'ai pris un vrai plaisir à le faire. Et je me disais que j'en étais incapable avant de décider d'en être capable. En fait. Et donc, oui, tu peux. Tu as eu besoin de le faire? C'était un peu un défi. Et à la fois, j'avais bien envie de breaker sur le noir. Après, du coup, il paraîtra jamais, le livre. Mais voilà, je veux dire, on se dit qu'on n'est pas capable d'eux. Et puis finalement, tu pourrais te surprendre et faire un roman d'amour. Ouais, mais comme quoi, alors on écrit le roman d'amour heureux, tout ça, puis arrivé aucun éditeur n'en veut. Quoi. Mais on a remporté un défi. D'accord. Ok. Encore une question avant qu'on... Oui. Oui. Oui, mais je me demande si, enfin je reprends l'idée là, d'écrire sur le bonheur. Bon, ça peut être un peu facile quoi. Mais je pense qu'on peut faire le contraire qu'écrire un roman noir. Le contraire, peut-être de partir du noir pour aller vers le blanc, on peut dire. Et je pense qu'on doit pouvoir exciter l'imagination avec ce thème. Oui. Il y a l'imagination, après il y a la ressource, c'est-à-dire qu'écrire, c'est quand même que quelque chose déborde. Donc on écrit aussi selon une humeur, donc je pense que si on est tous à écrire des romans noirs, on est tous des gros pessimistes, en gros. Non, on est hyper réaliste aussi. Moi, je pense qu'il y a une forme de réalisme. C'est ça qui nous... Le roman sur le bonheur, etc., il a une inscription dans la réalité qui est différente. C'est pas... ça peut être très intellectuel ou alors distrayant, feel good, un peu, voilà. Et c'est pas forcément évident à faire. Mais il ne vient pas rendre compte d'une réalité sociétale. Est-ce qu'à ce moment-là, on ne sort pas du roman noir pour aller vers la fiction? Pour aller vers la fiction. Mais le roman noir, c'est de la fiction. C'est de la fiction réaliste, mais c'est de la fiction. Comme dirait l'autre, social. Voilà, aussi. Aussi. Ouais. D'accord. Vers la littérature générale, vous voulez dire? Vers la fiction. Mais le roman noir, en fait, il y a l'essai, le document, qui est la réalité, et le roman qui est de la fiction. Donc, de toute façon, nous faisons de la fiction à partir du moment où nous inventons un personnage. Par contre, j'imagine ce que vous voulez dire, on peut sortir du roman noir pour aller vers une littérature plus... oui. Onirique, belle, magnifiante, donc peut-être moins réaliste. Après, moi, je trouve que le roman de Rezvani sur les années Lula, Rezvani, c'est le gars qui a écrit Le tourbillon de la vie, la chanson de Jules Jim, qui est un romancier incroyable d'origine iranienne et qui a écrit Les années Lula, qui c'est son histoire d'amour avec sa femme, qui est ultra réaliste de ce qu'est un sentiment humain. Le réalisme, c'est aussi comment on traduit un sentiment. Parce que notre travail, on en parle rarement, c'est en tableau rond. Notre travail, c'est aussi d'arriver à restituer, donc à comprendre nous-mêmes, mais c'est quoi la colère? D'où elle vient? Comment ça fonctionne? C'est quoi le bonheur? Comment ça fonctionne? C'est quoi l'espoir? Puisque l'espoir est un truc qui se niche sur l'imagination. Donc c'est quoi? Comment ça marche? Donc on doit aussi comprendre comment fonctionnent des sentiments humains.
Et je pense que c'est un peu peut-être, moi ce que je disais, mon travail va peut-être consister à ça, mieux comprendre les sentiments qui permettent en tout cas de positiver. Je sais que ça, mais moi j'ai besoin de ça aussi. C'est-à-dire que pour moi, une vision, on ne fait que des représentations du monde, on n'en a pas l'exclusivité. Une représentation du monde qui serait optimiste et heureuse, moi je les écoute parce que je me dis, c'est peut-être le réalisme, il est peut-être là justement. C'est moi qui vois une partie des choses à partir de mon point de vue qui est peut-être à revoir. Il faut qu'on apprenne à revoir quand on écrit soi-même. D'accord. C'est terminé, mais avant de terminer, je voulais vous poser tous les deux une série de questions. Vous connaissez tous Pivot et le fameux questionnaire de Bernard Pivot. Donc je l'ai réaménagé un petit peu en polar. Donc vous répondez chacun comme vous voulez. C'est grave, hein. Alors votre héros ou héroïne préféré dans le roman noir? Là, spontanément, Arsène Lupin, parce que ça remonte à loin. Dave Robichaud, James Lee Burke. D'accord. Alors, inverse, celui que vous détestez le plus? Miss Marple. Joker. Joker, bon, d'accord, ok. Un meurtre qui vous a fait jubiler dans les romans que vous avez pu écrire ou autre? Aucun. Aucun? Pas comme ça, pas de... Non. Même pas chez Dans la Agatha Christie? science-fiction, oui, dans le polar, je science-fiction. sais pas. Il y a un film de science-fiction qui est où la monnaie, c'est le temps. Oui. Un bracelet, on a du temps, vous n'avez pas vu ce Time-lapse, film? ouais. Donc la mort qui m'a le plus fait flipper, c'est quand la personne a plus de temps, donc elle meurt, quoi. Parce que le temps c'est de l'argent, parce que... Je sais pas si... J'adore la science-fiction, je sais pas si vous avez vu ce film. J'adore aussi. C'est génial, ça. Il était fabuleux. Il était bien, hein. Il donnait plein de vie. Ouais. Mais c'est un thème qui existe dans le premier film de Lucas qui s'appelle THX 1138. Possible. Peut-être. Qui est super, dans un univers tout blanc. Ouais, tout- c'est ça. il- Et il les dort dans- mecs ont un temps, et au-delà de ce temps, s'ils arrivent à se barrer, ils sont libres. C'est un peu ça. Et après, sinon, ils sont rattrapés par les flics. Et voilà. Parce que la paye, on va se faire payer à la fin du mois, on a son bracelet, puis on Ouais. a droit à 25 jours, quoi. De vie. C'est ça le salaire. On paye un café avec du temps, on perd 4 secondes. Alors vrai. sinon, comme arme, vous êtes plutôt arme à feu, couteau, poison ou autre? Oh pétard. Autre. Ouais, finalement, quand je... Jeter d'un pont. Jeter du pont d'à côté, là, ça m'a l'air bien. Est-ce que vous aimez les jurons? Et si oui, lequel? Ah oui, moi j'adore les jurons en plus. J'ai grandi avec Brassens, hein, donc Ouais. il y avait la danse des jurons. Là. Mais lequel? Merde, oui, celui-là il revient très souvent dans mon quotidien. Ouais. Bah, là, il y a des enfants. Ah ouais, c'est vrai. Moi, c'est Zut, j'aime bien Zut. Ah ouais, c'est un juron, zut. Ouais. C'est un juron. Un métier que vous verrez bien faire à votre héros. Le héros, quel métier il pourrait faire autre que ce détective ou autre? Un métier original que vous avez pas, auquel vous n'avez pas forcément pensé? Moi, j'aimerais bien, il y a des métiers qui me fascinent, auxquels je connais rien, mais où il y a une imagerie, une mythologie derrière. Cheminot, d'emblée, j'ai envie de rentrer dedans. Non, si je devais vraiment organiser la reconversion d'un de mes personnages noirs, enfin de mes romans, peut-être je partirais vers le mystique, alors du coup, peut-être rentrer dans les ordres, le religieux, enfin bon, voilà, un truc un peu... Ouais. Et une Il y aurait dernière de quoi question. faire. Une dernière question. Hein. Quel personnage que vous auriez aimé créer? Ah, oh là. Ben moi, là, je vais être un peu invariable, mais Arsène Lupin, du coup. Ouais, oui, forcément. C'est assez cohérent, hein, en même temps. Ouais, j'aurais bien aimé. Non, moi, je sais pas. C'est toujours là, c'est des personnages de science-fiction, des personnages augmentés, des transhumains et autres.
Parce que moi, je suis beaucoup passé du polar à la SF, en fait. Donc, je lis essentiellement de la SF depuis une dizaine d'années. Donc, des personnages voilà, mutants, en train de devoir reconsidérer le monde avec la technologie, avec des implants, ça me fascine pas mal. Voilà. D'accord. Ok, ben merci à tous les deux. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.